Bonjour, aujourd'hui on est ici avec Grégory Maas, qui est le fondateur de plusieurs entreprises, mais je pense que vu le nombre d'entreprises et le fait qu'on est en train ici de créer une holding avec le groupement Maas, ce serait mieux que tu puisses nous partager finalement quelles sont tes boîtes actuelles, et après on discutera de comment tu les as créées. Okay, écoute, merci Benjamin pour cette interview, c'est vraiment gentil de ta part. Donc j'ai commencé ma carrière après mes études, enfin je l'ai pas terminé d'ailleurs. Je suis rentré à l'armée, j'ai fait 20 années comme militaire à Florène. Et pendant que je travaillais, en parallèle, j'ai développé une activité de facturation de soins pour prestataires infirmiers et kinésithérapeutes. J'ai commencé cette activité en 2005, donc le nom de Facturizy est apparu à ce moment-là, une société qui a été créée. Et aux alentours de 2012-2013, j'ai commencé à recevoir de plus en plus de clients. Ma société s'est fortement agrandie, où j'ai même déjà dû engager du personnel à ce moment-là. Et puis un jour, j'ai pris la décision de quitter l'armée, parce que je ne pouvais plus malheureusement gérer les deux. J'avais mon boulot 8-5 plus la société à gérer. J'avais une trentaine de clients qui commençaient à nous faire vraiment confiance. À l'armée, tu occupais quel poste? Alors, quel poste? j'ai eu plusieurs étapes. D'abord, je suis rentré comme simple fusilier de l'air. C'était surveillance de la base militaire de Florène, donc des rondes, des patrouilles, de la garde. Et puis, j'ai évolué en devenant magasinier. J'avais la gestion d'un propre magasin infrastructure. Donc, je gérais tout ce qui était robinetterie, câblage électrique, pour tous les bâtiments qu'il y avait. Il y avait une centaine de bâtiments sur le site de Florène, donc je m'occupais de tout ça. Et donc en parallèle, je développais l'activité et un jour, j'ai pris la décision d'arrêter l'armée. Je suis allé démissionner et j'ai fait 3 ans de pause carrière pour être certain aussi évidemment que je ne rentrais pas dans un mur. Et heureusement pour moi, tout s'est très bien passé. Les 3 années de pause carrière se sont terminées, j'ai démissionné totalement et j'ai continué le développement de Facturizy. En même temps que Facturizy, là du coup, j'ai eu un petit peu de temps, vu que j'avais quitté l'armée, et j'ai développé la deuxième activité que tu connais, qui est Biotrax. Alors Biotrax, là, c'était juste 6-7 mois avant le Covid, et donc chance inouïe, on développe des boîtes connectées intelligentes, on dit aux gens que vous pouvez déposer vos prélèvements en toute sécurité dans les boîtes sur le chemin entre vos 2 patients. Pour faire une parenthèse explicative, parce que moi tu me l'as expliqué en long, en large et en travers, mais c'est quand même un principe où quand on n'est pas dans le médical, on comprend pas toujours. Tout à fait. Tous les tenants aboutissants. Quand les infirmières vont faire des prélèvements chez des patients et qu'elles doivent les envoyer au laboratoire, il y a tout un cheminement pour que l'échantillon soit correct d'ici l'arrivée au labo et qu'il soit analysé de la meilleure manière possible. Et il y avait toute une difficulté logistique d'acheminement où avant c'était des boîtes qui n'étaient pas connectées, personne prévenait qu'il y avait des échantillons dedans et je vais pas appeler ça les courriers, mais les coursiers. Les coursiers, ils allaient de boîte en boîte et ils trouvaient une boîte vide, une boîte pleine, une boîte vide, etc. Et donc il y avait toute une logistique et peut-être des paires d'échantillons. Et donc toi, tu es venu avec une solution qui était disruptive où on était connecté. C'est ça. Donc, comment est venue l'idée? Simplement qu'on avait une petite trentaine de clients qui nous faisaient confiance au niveau de la facturation et qui avaient des difficultés, comme tu le dis, à pouvoir déposer leurs prélèvements de manière la plus rapide et surtout la plus sécurisée possible. Donc, les laboratoires mettaient à disposition, comme tu viens de le dire, des boîtes aux lettres, classiques, comme tu vois ici partout dans les maisons. Et il y avait un timing horaire à respecter. Par exemple, c'était lever de la boîte à 10 heures. Si l'infirmière arrivait à 10h05 et que le navetteur, lui, était passé à 9h55, malheureusement, son prélèvement restait pendant 24 heures dans la boîte. Il fallait aller repiquer le patient, c'était très compliqué. En plus de ça, on a simplifié l'administratif. L'infirmière, quand elle a déposé son prélèvement, elle doit attendre la fin du mois, elle doit contacter le laboratoire via mail en disant, voilà, j'ai réalisé plusieurs prélèvements pendant le mois, est-ce que vous êtes d'accord? L'hôpital répond ou le laboratoire répond, oui, vous pouvez nous les facturer. Elle devait mettre leur facturation 45 jours, je te passe les détails, mais l'administratif lourd, les infirmières perdaient l'envie de faire du prélèvement tellement c'était compliqué. On perdait leur prélèvement et la facturation, c'était compliqué. Et donc, surtout que c'est un retour qui n'est pas très élevé. Quand une infirmière fait un prélèvement, il faut savoir que à l'époque, quand on a débuté, pour la plupart, les infirmières étaient payées entre 8 et 10 euros brut
pour un prélèvement effectué à domicile. Quand tu sais ce que coûte l'essence, le matériel utilisé, ben franchement, non, elle ne gagne absolument rien. C'est un service qu'on rend aux patients. Et donc, l'idée est venue qu'à la base, j'ai placé moi-même des boîtes à des endroits stratégiques en demandant aux infirmières de me contacter quand elles déposaient quelque chose. Et j'allais personnellement les récolter et je les ramenais personnellement au laboratoire, ce qui sécurisait convenablement le prélèvement. En plus, c'était pas trop longtemps dans les boîtes. On s'est aperçu aussi que la qualité des prélèvements était beaucoup plus top au niveau de l'analyse finale. Et puis, on a commencé à mettre des boîtes un petit peu partout. Je n'arrivais plus à courir à tous les endroits. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un de mes amis qui était informaticien. Je lui ai demandé de bidouiller quelques trucs sur un système, une application facile d'utilisation, en me disant on va mettre des capteurs sur une boîte aux lettres, ça va me prévenir quand il y a quelque chose, ça va éviter à l'infirmière de devoir m'appeler et on n'aura pas de perte. Parce que l'infirmière oubliait aussi parfois de nous contacter. Elle passait, elle déposait dans sa tête, c'était comme avant. Il y a une récolte d'office et on pouvait encore perdre des prélèvements. Et donc on a évolué à chaque fois comme ça. Et puis ben voilà, le Biotrax est né, sous le nom de Midsinet à l'époque. Donc quand j'ai débuté, la version bêta, quoi. C'était encore avec l'ancien programme. C'est ça. C'était l'ancien système, l'ancien programme, tout était ancien. Et on avait 14 boîtes à disposition. Et là, il y a eu le Covid. Et en fait, on n'avait plus que du testing. Les infirmières m'appelaient en me disant j'ai dû faire des tests pour déceler la période Covid, tout le monde en a reçu dans le nez, évidemment. Et ça a été exponentiel. On a dû rajouter des boîtes un petit peu partout. On a eu jusqu'à 1500, 2000 prélèvements par mois à les récolter, ramener au laboratoire. On a eu plusieurs partenaires. Il y en a qui nous ont fait confiance, puis qui ont préféré arrêter parce que voilà, c'est leur politique. Surtout dans le milieu hospitalier, c'est toujours un peu plus compliqué. On a eu un autre laboratoire qui nous a fait confiance par la suite, avec qui on collabore toujours. Et on a continué le développement pour avoir jusqu'à 100 boîtes aujourd'hui à disposition, un petit peu partout en Wallonie. Depuis la période Covid, évidemment, les testings ont été remplacés par des prises de sang. Le gros avantage qu'on a, c'est que une fois que la prise de sang a été réalisée sur l'application, qu'elle a été déposée dans notre boîte, le NAFTER est instantanément au courant qu'il y a un prélèvement à aller rechercher. Il y va au plus vite, il le ramène au plus vite, on garde la qualité et on ne perd plus aucun prélèvement. Je vais te dire aussi ce qui m'avait motivé à réaliser cette société, donc maintenant qui est devenue Biotrax. C'était, tu te rappelles, j'ai des bureaux qui n'étaient pas très loin d'ici, à quelques mètres, et on avait cette fameuse boîte en question, comme je te dis, qui n'était pas encore à ce moment-là connectée. Et un samedi, je passe au bureau un samedi soir, à mon bureau pour chercher quelques papiers, et j'ouvre la boîte, voilà, comme ça, comme je le fais, par acquis de conscience, et je découvre un prélèvement à l'intérieur. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je vois la vignette, je me dis, c'est vraiment bizarre. Je regarde à ma caméra et je vois qu'à 17h50, un samedi, on dépose le prélèvement et l'infirmière s'en va. Je suppose une infirmière. Je vais pas dire que c'était une infirmière, je suppose une infirmière. Je me rends jusqu'à l'adresse indiquée sur la vignette, c'était ici à la Estre. Et là, je vois une petite dame qui arrive, 80 ans, des veines toutes bleues, noircies, toute finotte, 40 kilos, vraiment toute fine. Et je lui dis, bonjour madame, excusez-moi, est-ce que c'est votre prélèvement? Elle me dit oui. Je dis, qui est-ce qui vous a fait ça? Elle me dit, c'est ma petite fille. J'ai votre petite fille est infirmière? Oui. Et je dis, madame, il y a un problème. Je dis, ce prélèvement, il a été déposé un samedi à 17h30, les laboratoires sont fermés. Je dis, c'est pas normal. Je dis, elle aurait dû le déposer normalement avant midi, puisque le samedi, c'est bien prévu midi. Elle me dit, je ne sais pas. Qu'elle dit, moi, c'est pour mon cancer. Je dois aller faire une chimio mardi et j'ai mon cœur qui s'est serré. Tu vois une petite mamie. Je pense que, voilà, je vais l'appeler mamie Huguette, mais je pense qu'une mamie Huguette, tout le monde en a une dans sa vie, voilà, dans sa vie. Moi, j'en ai plus, malheureusement, mais et je me suis dit, tout le monde a ce genre de personne qui a vraiment besoin d'aide. Et j'ai recontacté une infirmière qui travaillait dans la région, lui demandant de venir refaire le prélèvement. Et le samedi soir, j'ai été le déposer moi-même au laboratoire en le faisant analyser immédiatement. Et elle a pu faire sa chimio le mardi. Et je me suis dit, je veux plus qu'il y ait des petites mamuguettes qui risquent que leur prélèvement soit perdu. Et c'est comme ça que voilà, la machine s'est mise en route avec les connexions des boîtes et ainsi de suite. Et là, ici, cette année, il y a eu un gros projet. Est-ce que tu peux nous en parler? Tout à fait. C'est d'ailleurs pour celui-là qu'on s'est rencontrés. C'est ça. Donc, j'ai développé une troisième activité qui est Nurse de Belgique et elle qui est centrée sur les formations pour personnel soignant, mais pas que. On ouvre aussi,
je vais pas dire du développement personnel parce que là par contre on laisse d'autres faire ces tâches-là, c'est pas notre but. Mais par exemple ici on va faire une formation aujourd'hui où il y a une vingtaine de participants qui ont répondu présent sur les huiles essentielles, surtout pour les patients, pour les soins palliatifs. Voilà, on essaye de donner aux infirmières des outils pour le confort de leurs patients. Et donc la fois où on s'est rencontrés, je t'ai dit voilà, moi j'ai développé toutes ces activités. Comme je l'ai dit avant, j'ai pas fini mes études correctement. Pour être honnête, j'ai fini en 4e secondaire à 18 ans, j'ai abandonné, donc je n'ai aucun diplôme. J'ai juste fait la gestion au jury central que j'ai eu la chance de réussir et qui m'a permis d'ouvrir mes activités. Et puis j'ai le nez dans le guidon, j'ai été là pour aider les gens. J'ai créé la facturation pour les infirmières, j'ai créé Biotrax, j'ai créé Nurse de Belgique, mais par contre, je n'ai jamais su structurer convenablement mes entreprises. Et c'est là que nous nous étions rencontrés lors d'un événement où je t'ai invité, je ne sais même encore pourquoi, parce que c'était que des assureurs, je m'en rappelle très bien. Et J'étais invité par l'assureur. T'étais invité par l'assureur et moi aussi, mais je ne savais pas ce qu'on faisait vraiment là. Mais on a eu la chance du coup d'être à la même table et c'est ça que les networking sont extraordinaires, c'est qu'on tombe sur des gens comme toi qui nous ouvrent des perspectives par la suite. Et on a parlé de mes projets, tu m'as dit ce que tu faisais, on s'est rencontrés, et là, toi, tu m'as tout structuré. Tu m'as fait créer cette holding qui est là. On a refait le système pour le rachat des parts pour que tout soit structuré convenablement. Tu veilles évidemment sur les plans financiers correctement, parce que ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Moi, tant qu'il y a de l'argent sur le compte, je claque, j'investis, mais je ne pense pas à l'avenir. Tu as vraiment fait un super beau travail à ce niveau-là pour tout structurer et qu'aujourd'hui, on est sur un meilleur élan. On va encore acheter un nouveau bâtiment ici sur Gosselies. Tout ça grâce à la holding. Enfin, voilà. Je te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait jusque maintenant. Et j'espère que ça va durer encore des années d'ailleurs. Je nous le souhaite aussi. Et là, tu as même eu la nouvelle boîte connectée. C'est pour ça aussi qu'on était allé chercher des fonds. Tout à fait. C'est parce que avant, tu avais une boîte qui était, je veux dire, la version C. C'était la boîte que tu allais acheter chez Brico, des grosses boîtes aux lettres. Tu connectais avec ton informaticien des petits capteurs, des puces, des capteurs. T'avais, je pense, une carte GSM qui était dedans, etc. Que vous faisiez vos soudures à la main, etc. Et suite à ça, tu te dis, ok, c'est encore un peu de l'artisanat. Et tu as décidé de faire quoi? Eh bien, écoute, on avait malheureusement été de nouveau confronté à une nouvelle problématique qu'on n'avait pas vu venir. C'est que ce sont des boîtes à colis qu'on trouve sur le Brico, comme tu viens de le dire, qui sont connectées, mais elles ne sont pas verrouillées. Donc, l'infirmière sait que la boîte est sur un endroit bien précis. Elle va jusqu'à la boîte, elle le dépose. On a une alerte qui nous dit un prélèvement a été déposé. Parfait. On envoie le coursier et là, le coursier nous appelle et nous dit j'ai un prospectus. Je fais quoi avec? Ah, j'ai un colis Amazon. Je fais quoi avec? Ah, ok. Donc là, on avait un souci maintenant, c'est que les coursiers se déplaçaient de nouveau pour rien. Du coup, on est allé chercher de l'argent, comme tu dis, via plusieurs structures différentes, et j'ai investi ici près de 400 000 € dans un projet de boîte qui est complètement sécurisé, avec un verrouillage sur les portes pour déposer, mais aussi bien pour les portes de réception, avec un système de caméra à l'intérieur qui permettra en permanence de voir si c'est un colis à aller rechercher en urgence ou pas. Quand je dis en urgence, c'est par exemple, tu vois, quand les températures vont devenir extrêmes, on privilégie d'aller chercher le sang, parce que tout ce qui est urine, sel ou frottis, il y a moins d'empressement pour aller les rechercher, il y a des timings beaucoup plus larges pour ça, mais par exemple, le sang, lui, il faut aller le chercher le plus vite possible. Donc, un système de caméra qui va déceler immédiatement à l'intérieur ce qui s'y passe. Les boîtes seront équipées d'une batterie aussi, on ne devra plus aller rechercher du courant, même si, très honnêtement, elle ne consomme absolument pas plus qu'une recharge de téléphone par jour, mais c'est ennuyant. Un panneau solaire en plus qui est intégré. Voilà, sur la nouvelle boîte, oui, on a un panneau solaire intégré avec une batterie rechargeable à l'intérieur qui peut déjà tenir 1 an sans que le panneau n'intervienne, donc on va être très très large. Et qu'est-ce qu'on a encore mis dedans? Enfin, il y a une technique aussi avec un digicode. Imaginons que le réseau est perdu, imaginons que l'infirmière a oublié son téléphone, il y a un système de digicode. Enfin voilà, c'est un projet qui a été mené en collaboration avec une société de Wavre qui s'appelle Kimesis, que j'avais été envoyé vers eux par le réseau Entreprendre, qui ont fait un travail formidable. On est en phase de finalisation de tests et normalement 2e trimestre 2026, on va placer notre première boîte réelle pour faire les testings. Et ça, j'en suis très fier parce que c'est 3 ans de travail, 3 ans de développement et 400 000 € d'investissement. Et on espère que on pourra en placer
1000 en Belgique afin qu'il y ait une boîte à moins de 3-4 kilomètres les unes des autres et que toutes les infirmières du pays pourront déposer leur prélèvement le plus facilement possible et sécurisé. Moi, je suis fan évidemment C'est gentil. de tout le boulot accompli parce que je vois le boulot. On peut voir le résultat, mais moi, je vois tout le boulot derrière qui est colossal. C'est quoi les challenges généraux que tu as affrontés depuis que tu es indépendant finalement? Le challenge a déjà été le recrutement. On a notre structure qui est passée de 3 personnes à presque 13 aujourd'hui. Donc c'est une grosse évolution. À chaque fois, il faut les infrastructures qui doivent suivre également. Convaincre toujours que notre produit est efficace et qu'il répond à présent. Le gros challenge qu'on a fait aussi, on a fait augmenter le prix tarifaire, le prix du prélèvement. Parce que comme je te l'ai dit au début, c'était entre 8 et 10 euros. Le prix que l'infirmière allait récupérer, allait négocier en leur nom. On a renégocié pour qu'elles aient au moins 12 euros. Et là, maintenant, on refait un travail pour encore une fois augmenter, parce que pour nous, même 12 euros, ça n'a pas de sens. Comme je t'ai dit, ça donne à l'infirmière la possibilité de faire le prélèvement pour une personne qui est grabataire, pour lui rendre un service, mais ça lui donne pas l'envie de se manifester en disant dans son village, je fais du prélèvement, si vous avez besoin, je peux venir le faire. C'est le même prix qu'à l'hôpital, puisqu'on ne peut pas prendre de supplément. Donc, que vous alliez à l'hôpital faire votre prélèvement ou dans un centre de prélèvement, voilà, vous deviez mettre de l'essence, payer un parking. Moi, je viens chez vous, je fais votre prise de sang. Pour leur donner envie, il faut que la finance suive. Et là, actuellement, on va se dire que non, 12 euros, elles n'ont pas trop envie. Même si je reste convaincu que pour une infirmière, c'est une carte de visite. Dans le sens où quand elle se propose, si elle a fait le prélèvement, que le patient n'a pas d'infirmière, pour quelque motif que ce soit, elle peut très bien aussi se faire connaître grâce à ça, donner sa carte de visite. Quand quelqu'un a besoin d'un soin, d'un soin de plaie ou une toilette, sachez que je suis disponible dans votre région. Donc c'est une carte de visite importante, c'est de la publicité pour elle. Surtout que les personnes qui ne vont pas dans des centres de prélèvement et qui ont besoin de quelqu'un à domicile, généralement ce sont des gens qui soit ont déjà besoin de soins, soit en auront besoin, ils sont souvent âgés. Enfin, moi, tu me dis, je vais faire venir une infirmière. Mon profil à moi, c'est plus facile de passer dans un centre de prélèvement, de tirer le sang, mais en revanche, ceux qui ont besoin de soins réguliers, eux, ils ont besoin de... Avec le temps, je peux te dire qu'il y a toutes les écoles, il y a tout âge. Il y a des gens qui iront toujours à l'hôpital parce que pour eux, l'analyse faite dans un hôpital, pour leur médecin spécialiste qui se trouve à l'hôpital, sera toujours mieux analysé que de le faire à domicile. Il y a ceux... Ce qui est la même chose, en fait. Bon, ce qui est exactement la même chose. Moi, je suis quelqu'un qui aime déjeuner tôt le matin. Je peux pas attendre 2 heures à l'hôpital pour me faire prélever. Donc, je préfère que l'infirmière me dise, je viens chez vous à 6h30, je fais mon prélèvement, je mange ma tartine, et puis je vais à mon bureau. Voilà. Il y a vraiment pour toutes les écoles. Et il y a des gens qui iront dans des centres de prélèvement parce que l'infirmière avec qui ils ont l'habitude d'être prélevés, voilà, leur donne un beau service, un beau petit cadre, voilà. Il y a tout, un jus d'orange à la fin. Il y a toutes les écoles. C'est vrai que dans les hôpitaux, t'es souvent, malheureusement, un numéro. Il y a beaucoup de monde et les infirmières sont obligés d'aller vite pour faire un maximum de patients. Et c'est pas une critique, c'est juste que c'est comme ça. Dans un centre de prélèvement, je vois que les gens sont un peu plus cool. On offre un petit café ou un petit jus d'orange après. Et puis moi, je suis le garçon qui est le plus chiant possible. C'est tu viens me prélever à 6h30 parce qu'après, je veux manger ma tartine. Donc voilà, il y a toutes les écoles. Ok. Et donc, tu m'as dit, gros challenge, l'engagement. Oui. Donc, recrutement, association aussi? Non, j'ai pas fait d'association. J'essaye encore de tenir la balle. Voilà. Je fais des partenariats, mais je reste maître de ma barque. Je n'ai pas d'associé. Enfin, j'en avais un et j'ai dû, le premier qui nous a aidé avec Mitsinet, j'ai dû le racheter parce que on n'avait pas la même vision. C'est le problème de l'association. Il faut qu'on soit en phase. Il faut qu'on ait les mêmes idées et il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui se tranche quand il y a une décision à prendre. Et là, ça devenait problématique. Voilà. Moi, il me freinait. Moi, j'étais quelqu'un de plus ambitieux. Voilà, on n'avait pas du tout les mêmes optiques. Après, voilà, on a fait une convention en bonne et due forme. Il a été payé pour le travail qu'il a effectué et pour le dédommagement pour être sorti de la société. Et au final, voilà, tout s'est très très bien passé. Aujourd'hui, je sais qu'à un moment donné, si ça continue à s'agrandir fortement, je n'aurai pas le choix que d'ouvrir le capital. Mais c'est là que tu interviendras et que tu m'aideras et nos avocats, puisque
crois qu'on a les mêmes avocats, on connaît hein, David Blondel, oui, on va faire de la pub pour David Blondel en même temps. Voilà, qui a un super bureau d'avocats qui fonctionne à merveille pour tout ce qui est association, convention et ainsi de suite. Voilà, je suis super bien entouré entre toi, le bureau comptable de ton papa, les avocats qu'on vient de citer. Là maintenant, j'ai vraiment des gens avec qui je peux continuer d'avancer et je peux continuer mes folies, de continuer à m'agrandir. Je sais que vous êtes derrière pour m'aider. Tu as eu des challenges administratifs vraiment, que ce soit papier, mise en ordre, etc. Tu peux Oui, en parler oui. J'ai eu, oui. Alors comme je t'ai dit, j'ai pas de bagage scolaire, donc pour moi ça a été très très compliqué. Il n'y avait pas encore ChatGPT hein, à l'époque où j'ai dû commencer à me lancer. Il y a encore un peu borderline. Comme tout, juste de la débrouille. J'essayais par tous les moyens que je pouvais. Bon, ça revenait, il manquait une information. Quand je ne comprenais pas, je contactais l'administration. C'est pas la TVA, c'est très très compliqué à les avoir au téléphone. Mais voilà, il y a eu, c'est de la débrouille en fait. J'ai toujours été vers la débrouille. Et aujourd'hui, par contre, depuis le mois de mai, j'ai engagé un membre très important dans la société, un directeur, hein, puisque grâce à une prime au niveau de la région wallonne, j'ai pu me permettre un statut de CXO qu'on appelle ça. Donc moi je suis CEO, lui il est le CTO, mais tu as une prime pour engager justement un cadre comme lui. Et lui il répond beaucoup plus qu'à ma demande. Donc à la base il est technicien, c'est un profil R&D comme on dit, hein, c'est un informaticien R&D. Et je constate qu'en fait, j'ai pu lui donner toutes les tâches administratives dont je n'avais pas la possibilité moi-même de répondre. Et il fait ça à merveille. Donc, je suis très, très, très bien épaulé grâce à cela. Tu es entouré à la fois par des partenaires externes, c'est ça. Puis tu as pris quelqu'un en interne. C'est important. Quelqu'un comme moi qui a débuté. Voilà, c'est nickel. En interne, des externes. Voilà. Je crois que c'est la meilleure formule pour grandir. C'est de l'entourage en fait. C'est de faire d'abord confiance, évidemment, mais avant la confiance, je pense qu'il y a d'abord ce lien qui se crée, comme il y a eu avec toi, ou comme on a parlé avec ton papa, ou David. C'est voilà, on sent qu'il y a un intérêt commun à grandir ensemble, et surtout après, voilà, se faire entourer convenablement aussi bien en interne qu'en externe. Ça a été la période la plus difficile à gérer justement dans mes étapes. La croissance. Dans la croissance, tu as dû générer du financement et trouver du financement. Tu sais nous partager un peu comment ça s'est passé? Alors les financements, oui. Oui. On peut en parler parce que j'ai une amertume en même temps et puis une bonne étoile derrière. C'est qu'à un moment, tu montres des chiffres d'affaires en perpétuelle augmentation, tu montres que tu investis, les charges augmentent, le personnel, les véhicules de société, les cartes monies et j'en passe. Et forcément, ton chiffre d'affaires augmente, mais les charges augmentent et les banques sont frileuses. Alors tu leur dis, écoutez, on a des projets, on a fait des calculs, on sait qu'à un moment donné, les charges vont se figer. Par contre, le chiffre d'affaires va continuer à grandir. Et là, tu vas voir des grosses institutions bancaires avec qui tu travailles depuis des années. On te refoule un petit peu. Tu vas voir des sociétés d'invest très connues dans notre région. Non, votre profil, c'est bizarre. Oh là là, c'est frileux, c'est bizarre. Et c'est là. On a eu du mal puisque notre vision. Tu étais avec moi. Voilà, on est allé au bureau avec une banque bien connue dans une société d'invest très connue et au final, j'ai reçu un mail de 250 lignes pour me dire là, j'ai fait appel à ChatGPT, fais-moi une synthèse. Et en fait, non, votre profil est trop fragile. Et lors d'un autre networking, je rencontre Pino Attardo, directeur d'agence CPH à la Louvière. Et j'explique à Pino, et là, je retrouve l'humain. On n'est plus, voilà, Pino est quelqu'un d'humain, on s'est assis, il est très vite familier, il m'a appelé gamin tout de suite, il dit alors gamin, explique-moi tes problèmes, tes inquiétudes. Je vois Pino dire ça. il est extraordinaire ce mec. Et voilà, donc je dis à Pino, écoute. Qui est de CPH de la Louvière. Alors, il gère une grande, voilà, il gère plusieurs, mais son bureau est à la Louvière, en effet. C'est ça. Et donc, je dis à Pino, voilà, je développe les boîtes, j'ai plein de pognon, je dois acheter un bâtiment aussi, parce qu'on était à 13 dans 100 mètres carrés, ça n'était plus possible, il fallait s'agrandir. Je dis en même temps, j'ai besoin d'argent pour, voilà, j'ai besoin d'un crédit de caisse parce que je dois payer les infirmières, vu que les mutuelles tardent de plus en plus. On a eu une très mauvaise migration aussi, du point de vue de notre logiciel, au mois de septembre, qui a été très compliqué parce que quand tu as un fournisseur de logiciels qui
t'oblige. On n'a pas le choix de changer d'un programme pour un autre programme lui appartenant. Tu te dis, bon, ça va être en toute quiétude, c'est leur programme, ils le connaissent, sauf que non, ça a été un foirage total. Et donc, Pinot était là. Pinot m'appelle et me dit, OK Greg, pourtant c'est quelqu'un, tu le connais, c'est quelqu'un que tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas. Voilà. Je me suis sorti de son bureau en me disant, je ne sais pas si c'est la bonne porte et tout. Et quelques jours après, il m'appelle et il me dit... On va dire qu'il est multitâche. Ouais, il sait m'écouter, il prend son téléphone, il est sur son PC, il y a quelqu'un qui passe, il fait la bise. Et puis, à un moment, il m'appelle, 3-4 jours après, et il me fait, bon, tu vas signer tes papiers, gamin. Je dis, OK, ça va, j'ai ce qu'il a tout compris. Et puis, je signais tous les papiers, je signais, et puis je voyais, en fait, que j'ai eu tout. Mais tout, quand je te dis tout, c'est tout ce que j'avais besoin. Et là, si j'avais pas eu ce type dans ma vie, je ne serais plus là aujourd'hui parce que tous les financements que je lui demandais, l'achat du bâtiment, tout ce que j'ai demandé, tout a été accepté. Et je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent me faire confiance parce qu'ils ont remarqué que, premièrement, tout est payé en temps et en heure, la croissance continue. Bon, voilà, ça a été vraiment une bonne étoile au-dessus de ma tête au bon moment. C'est bien la bonne étoile. Je vais te partager un truc. Tu me diras si chez toi ça marche aussi comme ça ou comment ça marche. Moi, j'ai toujours l'impression d'être bicéphale. Mm-hmm. Je n'ai qu'une vie, mais dans laquelle il y a aussi bien l'aspect où je veux développer, créer, construire, et où je dois aussi être moi dans le privé, avoir une famille, etc. Alors, on est des entrepreneurs. Nous, c'est tout en un, parce que certaines personnes qui sont pas entrepreneurs peut-être comprennent un peu moins bien que nous, ça se chevauche complètement. Et des fois, moi hier soir, mon cerveau faut continuer de fonctionner jusqu'à 2 heures du matin où je regardais le plafond en me disant tiens, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. La veille, il était 1h30 et où j'étais encore en train de bosser, et l'avant-veille 2h30. Donc c'est des trucs où on a une vie qui est très très remplie. Moi, j'ai trouvé des sources de respiration psychologique dans la famille, mais aussi dans le sport, dans les activités, que ça soit plutôt plongée, bateau, genre de choses. Toi, comment tu arrives à gérer cet aspect psychologique de l'entrepreneur? À ce jour, je n'y arrive pas. Voilà. À ce jour, je suis dans l'état que tu viens de citer juste avant, où mon cerveau ne s'arrête jamais. Donc, je prends un traitement pour dormir, sans quoi je ne dors pas du tout de ma nuit, parce que je cogite en permanence, parce que plus tu grandis, plus tu as peur, en fait. Tu sais que tu as une équipe qui compte sur toi, tu as 13 personnes. 13 familles qui sont... 13 familles qui sont impactées. J'ai la chance d'avoir une équipe qui, franchement, travaille à merveille, qui ont pris cette société comme étant vraiment la leur et qui donnent de leur temps, de leur énergie toujours au service de cette société. Et ça, c'était important. Mais non, personnellement, entre la vie de famille, entre le travail et tout ce qui passe par la tête en continu, je ne suis jamais en mode off. Et je n'ai pas encore à ce jour trouvé, comme tu me l'as dit toi-même avec le sport, je n'ai pas encore trouvé quelque chose pour m'échapper. Donc non, je me mets devant la télé, je pense au travail. Je prends ma voiture, je vais faire un tour, je pense au travail, je suis en vacances, je me mets sur un transat, je pense au travail. Par contre, à contrario, je réfléchis plus aisément et je prends des solutions meilleures lorsque je suis, par contre, sous le soleil, sur un transat, où je vais me mettre comme ça, je vois la plage, je vois les gens qui s'amusent, et moi je prends mon téléphone et je commence à rédiger des choses, et c'est là que je prends toujours mes meilleures idées. Donc, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin d'écart pour mieux travailler. Et j'essaye un maximum du temps de m'échapper un petit peu, ce qui n'est pas toujours évident non plus, parce que c'est essentiel dans ton entreprise, on a besoin de toi tout le temps. Donc voilà. Mais j'ai pas trouvé d'autres alternatives pour l'instant. Puis j'ai été opéré du genou. Donc le sport, ça va être une reprise en douceur si je le pouvais, mais je sais même pas encore vers quel sport, peut-être un peu de boxe avec toi. Tu peux venir. Moi, je suis un peu plus petit, mais on s'adaptera quand même. C'est pas pour être violent, c'est juste que c'est vrai, c'est se défouler. Je comprends l'état d'esprit de vider ta tête et de te dire, là, t'es concentré sur autre chose. Mais je n'ai pas encore trouvé ça. Donc ici, pour l'instant, oui, j'ai dur pour le moment. Et là, ici, tu cogites, et je suppose que, on le sait que tu vas pas t'arrêter là. C'est quoi les projets, à quoi tu penses pour le futur? Ou en tout cas, qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus? Écoute, depuis 20 ans, je suis au service des prestataires de soins. J'ai pris à cœur de les aider parce que c'est un métier qui est très compliqué. Moi, je ne le suis pas.
J'ai toujours dit à toutes les infirmières, déjà vous avez du courage énorme, parce que moi je suis très sensible aux odeurs. Rentrer chez quelqu'un, on sait bien que il y a des gens malheureusement chez qui ça ne sent pas la rose, hein, ou quand tu dois aller nettoyer quelqu'un qui a malheureusement se laissé aller. Bon, c'est très compliqué. C'est des horaires infernaux, c'est des pressions. Parce que les patients t'appellent toutes les 5 minutes pour te dire c'est bizarre, t'es pas encore là, c'est l'heure. C'est trouver une place pour se garer. C'est aussi des chefs d'entreprise, hein, donc gérer leurs factures, gérer leur loyer, leur vie de famille, leurs enfants. C'est très très compliqué pour elles. Donc j'ai toujours été au service de ces infirmières en voulant leur soulager le plus possible tout ce qui est tâches administratives. La facturation, oui, c'est la première grosse tâche qu'on a su faire pour elles. La deuxième, c'est Biotrax, les prélèvements, pour qu'elles puissent enfin les refaire à domicile, avoir envie de les refaire et d'avoir une simplification administrative voilà, pour le faire. Nurse, écoute, on l'a créé parce que il fallait aussi qu'elle continue à se former, à s'informer, parce que c'est pas parce que tu as appris il y a 30 ans qu'un soin de plaie, ça se soigne d'une façon, qu'aujourd'hui ça n'a pas évolué, tout évolue. Donc voilà, les soins grandissent aussi en domicile, il y a de plus en plus, on passe du HAD, c'est l'hospitalisation à domicile. Aujourd'hui, tu rentres à l'hôpital, tu te fais opérer, 1 heure après t'es sorti et tout se fait à l'extérieur. Donc il y a de plus en plus de patients, beaucoup plus d'infirmières, et donc il fallait répondre à tout ça. Alors, ici, mes projets, on est en train de faire en sorte d'avoir des nouveaux partenaires pour aussi qu'elles fassent des économies, parce que c'était important. Et c'est là que tu étais intervenu aussi pour faire la formation sur... Voilà, tu es venu donner formation, on en fera une autre et on espère qu'il y aura encore plus de monde. Parce que c'est important de leur expliquer que du brut, c'est pas du net, qu'il y a des charges à payer, que des cotisations à payer, du précompte, que plus ton chiffre d'affaires augmente, plus tes charges augmentent aussi. Et je pense qu'elles ont tellement le nez dans le guidon, je dis elles, le personnel soignant a le nez dans le guidon en permanence à soigner les gens, que tout ce qu'il y a autour, malheureusement, ils n'ont pas le temps de s'en inquiéter et de gérer cela au mieux. Chaque année, quand les comptables envoient les résultats aux infirmières, la plupart me téléphonent en me disant « Merde, je dois reporter 20 000 aux contributions, j'ai rien vu venir, mon comptable m'avait pas prévenu. » Je crache pas sur les comptables, hein. Loin de là, je crache sur personne. J'ai envie de dire, vous avez peut-être pas non plus le temps d'aller suivre ça comptablement. Je vous conseille d'aller voir votre comptable tous les 3-6 mois, où j'en suis, combien je vais devoir payer cette année, est-ce que j'ai fait assez de charges ou pas encore assez, faire des plans, des choses comme ça. Et il est important de les aider. Donc, on cherche des partenaires, que ça soit des concessions automobiles. Bon, tout le monde sait, je m'en suis jamais caché, que j'ai un privilège avec Laurent Louillet, que je connais depuis des années. Et aujourd'hui, en Belgique, c'est un acteur phare des véhicules premium. Tout le monde peut aller chez lui et j'ai des avantages, vu ma connaissance de toutes ces concessions, à trouver des petites ristournes supplémentaires ou des services. Une infirmière qui tombe en panne, c'est une catastrophe. Il faut qu'elle soit dépannée, je vais pas dire dans l'heure, mais dans la demi-heure, parce que son insuline, plus loin, n'attend pas, il faut le faire. Voilà, Louillet répond à cette demande, par exemple. Tu es en panne, franchement, ça va très très vite pour être dépanné et pouvoir continuer tes tournées. Tu as des véhicules de remplacement toujours à disposition grâce à notre intervention. Et donc, c'est de les aider. Point de vue d'assurance, elles sont toujours mal assurées. Il y a des responsabilités civiles qu'il faut entretenir. Il y a des protections juridiques, parce qu'un jour, tu es toujours confronté à un moment ou l'autre à un problème avec un patient ou quoi. Et elles ne savent pas vraiment si elles sont bien assurées, si elles payent le juste prix ou que sais-je. Donc voilà, tout ce qui est comptabilité, assurance, véhicule, téléphonie. On paye des abonnements. Tu sais comme moi que tu as fait un abonnement il y a 10 chez un opérateur, tu payes 40 balles par mois, alors qu'aujourd'hui, pour le même chose, tu devrais payer que 20 euros. C'est des petits cents, mais à la fin d'une année, qui te donnent du pouvoir d'achat supplémentaire. Donc, on a décidé de créer une carte qui va s'appeler Infinide, et cette carte va être distribuée à tous nos clients, partenaires. Et imaginons que voilà, j'ai un partenariat avec un assureur de confiance qui va me dire, voilà, si tu envoies une infirmière avec une carte Infinide, je prends le temps d'étudier tous ces dossiers sans vouloir qu'elle revienne comme cliente chez lui, par exemple, mais de dire, je donne de mon temps, je vais l'aiguiller. Si après, elle prend la décision d'aller vers lui, tant mieux pour lui, mais si elle vient pas, elle ne vient pas. Concession automobile, tu sais que tu vas chez BM à Charleroi, tu montes ta carte, tu auras un accueil privilégié, on sait que tu es infirmière, on sait que tu es kinésithérapeute, pas de problème, tu auras un service premium, parce que ta fonction te le doit, voilà, des choses comme ça. Donc la carte Infinite qui arrive ici prochainement, qui sera divulguée.
On continue aussi les réseaux, le réseautage entre infirmières. On fait des soupers, on fait des networking. On va accentuer ça ici. Bon, on en avait un qui était prévu la semaine passée. Et d'ailleurs, heureusement que tu m'as sonné. Sinon, tu aurais été tout seul dans le tout seul. Et je m'en excuse, mais c'est vrai qu'on a dû annuler parce que cette fin d'année n'a pas été facile pour moi. Il y a eu la migration de 1 qui s'est très mal passée, comme je te l'ai dit avant. Puis au niveau de ma famille, j'ai un souci avec mes enfants qui n'est pas des moindres et qui a pris tout mon temps ici sur cette fin d'année. J'ai dû annuler. C'est la première fois que je le fais, mais bon, on a reporté ici le 27 juin, la prochaine. Tu le notes à ton agenda. Mon agenda. Celle-là ne sera pas annulée parce qu'on a réservé. Ça se passera au château d'Egmont à Jurbie. On a été visiter le site, c'est magnifique. Ça va être un super bel événement. Et donc, on va continuer à essayer de rassembler tout le personnel soignant qui est fort divisé. Parce que tu remarqueras que dans les rues, toute seule dans son coin. Voilà, elles sont chacune dans leur coin. Et puis, on parle de concurrence, même si on n'a pas le droit de parler de concurrence, parce que le libre choix du patient pour son prestataire de soins, c'est ancré, c'est une loi. Et donc, il y a toujours ces problèmes entre infirmières de dire ça c'est la rue où j'ai des patients, donc tu ne dois pas venir dans ma rue. Et ça se tire un peu. Donc, voilà, on essaye de les rassembler, travailler ensemble. Au moins, communiquer. Par exemple, quand tu fais un networking, tu vois qu'elles discutent entre elles, et après, il y a de l'entraide. Mais quand elles se connaissent pas et qu'elles se croisent juste en voiture, tu as l'impression qu'il y a deux calages qui sont en train de se fusiller l'une l'autre. C'était dommage. C'est pour ça qu'on fait des caducées aussi qu'on offre à tout le monde pour dire, on fait partie un peu de la même maison. On va faire ici alors, je peux pas le dire parce que c'est un cadeau de fête de fin d'année, j'allais m'embrouiller. Mais voilà. On essaye de leur faire, on leur fait toujours des plaisirs et pour que leur quotidien soit plus agréable, forcément. Donc, quelles sont mes prochaines étapes? L'achat du bâtiment de Gosselies, comme tu le sais. Qui va servir Alors, qui va servir comme ici, on est dans une salle de formation qu'on a créée ici, il y a un mois. Aujourd'hui, il y a 25 places et notre formation d'aujourd'hui va normalement remplir complètement. On a dû bloquer, forcément, les accès. Et de l'autre côté, il y a 1000 mètres carrés disponibles pour faire des salles de formation, des salles de réunion, même du coworking ou n'importe quoi. Si pour tout le personnel soignant qui a envie de venir se rassembler, il y aura des espaces pour elles. On va cocooner un maximum pour qu'elles puissent avoir un peu de bien-être. Voilà. Ne serait-ce que pour venir parler de tout. Toute la journée, elles cogitent comme nous. Elles sont au volant, elles pensent à un truc. Le problème, c'est que tu arrives chez le patient suivant, tu oublies ce que tu avais pensé. Donc, moi, j'ai toujours tendance à dire, vous m'appelez entre deux patients, même pour une bêtise, vous me dites, Greg, j'ai envie de parler de ça. Ok, je le note, quand on a l'occasion, on se voit et on discute de tout, et si je peux t'aider, je t'aide. Donc voilà, ça, c'est déjà tous les projets qui seront mis en place ici, et je pense que là, après, je vais essayer de temporiser. Je dis ça, mais c'est pas vrai. Non, il y a une idée qui va passer par ma tête, et je vais me dire, ça, c'est top, il faut le faire, mais là, pour l'instant, aujourd'hui, j'en ai pas. Ok. Si tu devais dire un mot à toi du passé, à la veille de devenir multi-entrepreneur, tu lui dirais quoi? Aie moins peur au départ, fonce, tes idées sont bonnes, elles le prouvent avec le temps, n'hésite pas. Voici, fonce. Ok, donc pas hésiter, essayer beaucoup. Je me dirais aussi, tu vas vivre des échecs, parce qu'on a parlé de mes succès. Ah ouais. On n'a pas parlé de mes échecs, qui ont été nombreux. Je lis souvent sur des statuts sur les réseaux sociaux où on voit des grands de ce monde qui disent avant d'avoir un succès, tu as peut-être vécu 10 échecs. Ils ont raison. Voilà, j'ai eu 3 échecs, dont un très 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 puissant en 2007. Et j'ai mis 15 ans à me relever. Et franchement, il faut se dire que tous ces échecs t'apprennent quelque chose. Ça a été en fait une leçon de vie. Et aujourd'hui, toutes tes erreurs, tu ne le referas pas. Mais il faut passer malheureusement par là pour y arriver. Donc voilà les 2 choses que je me dirais, simplement. Et faire un peu plus de sport, pro. Voilà, que des bons. Merci. C'est vrai que moi, j'essaie toujours de me dire, quand j'arrive à relativiser, de me dire, ok, c'est une expérience. C'est une expérience à 100 000 euros, c'est une expérience à 50 000 euros, c'est une expérience j'en ai déjà fait à plus, mais voilà, c'est une expérience qui a coûté 100 000, 200 000. Voilà. Faut pas revenir sur le passé. Que sais-je. Le passé, c'est le passé. Ça a été compliqué. Après, voilà. T'as de la chance, tu rebondis. Il y a des gens qui n'ont jamais cette chance. Ils essayent un truc, ils n'y arrivent pas, et puis ils sombrent, et c'est fini pour eux.
Et il faut se relever. En fait, il faut pas se laisser aller. T'as eu un échec, ok, c'est une leçon. Continue, fais autre chose, réfléchis, t'es capable de le faire. Faut le faire. Il y avait un truc qu'un gars plus malin que moi a dit, que finalement tes réussites, c'est la somme de tous les échecs. Et donc, il faut en faire beaucoup, très rapidement pour arriver à quelque chose. Et ça, j'aime bien. Je te dis, mais je suis d'accord avec cette philosophie. Des mois, ça fait du plus. Tout à fait. Super. Moi, j'étais super content de t'interviewer parce que du coup, on va dans des sujets où on va un peu moins quand on discute. Et je suis toujours très heureux de partager du temps avec toi. Donc voilà. Ah, également, super Benjamin. Cool. Un grand merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Et contactez-nous pour discuter aussi de vos projets à vous qui puissent également vous aider. Merci beaucoup. Merci. Merci.